Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de vous accueillir et de vous dévoiler notre nouveau-né, l'atelier interactif Tom et les super différents, un atelier développé pour lutter contre l'intimidation. J'espère que vous aurez autant de plaisir à y participer que nous avons eu à le développer. L'aventure de Tom et les super différents a débuté en 2019, lorsque nous avons rencontré 6 étudiants en gestion de projet de l'UQAM. Ils avaient un travail universitaire qui demandait à faire une simulation de gestion de projet de la même façon dont ils le feraient dans un contexte professionnel avec un vrai client. L'AJBQ désirait créer une activité pour démystifier le bégaiement et l'impact du bégaiement chez les jeunes. Ces jeunes jugés comme différents par leur père et plus susceptibles d'être ridiculisés. D'ailleurs, des statistiques récentes mentionnent que les jeunes qui bégayent représentent 4 à 5 % de la population québécoise. Merci beaucoup, Clotaire. Maintenant, j'aimerais vous dire quelques mots sur la JBQ. C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé par des parents et par Guylaine Jutras, qui est une orthophoniste dévouée et passionnée. Et notre conseil d'administration est d'ailleurs composé de parents, de personnes qui bégayent, de professionnels, de chercheurs qui sont donnés, eux aussi, comme mission d'offrir aux jeunes qui bégayent l'espoir, la connaissance et la confiance pour se réaliser pleinement. Puis dans son mandat, la JBQ s'engage, entre autres, à représenter les droits et intérêts des jeunes qui bégaient et à contribuer à l'intégration scolaire et à l'inclusion des jeunes qui bégaient. Merci, Daniel. L'histoire de Tom est malheureusement l'histoire de plusieurs jeunes au Québec. L'intimidation est encore bien présente et les personnes jugées comme différents par leur père sont plus susceptibles d'être ridiculisées. Le but est de montrer à la société québécoise que le bégaiement n'est rien d'autre d'une manière différente de s'exprimer et que nos différences contribuent ainsi à mettre en valeur la diversité au sein de notre population. Nous sommes tous différents dans le regard de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous tenons à remercier le ministre de la Famille dans le cadre du programme Ensemble contre l'intimidation. Sans leur support financier, l'atelier n'aurait jamais vu le jour. Notre prochain invité a été un journaliste pendant une dizaine d'années. Papa de 2 enfants, il a longtemps hésité à faire un retour en politique. C'est en 2018 qu'il décide de se lancer sur la scène politique provinciale. Depuis, à titre de ministre de la Famille, Mathieu Lacombe a relancé le développement des centres de la petite enfance, CPE, et plusieurs autres projets. Écoutons la vidéo du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Bonjour tout le monde. C'est avec grand plaisir que je me joins virtuellement à vous pour le lancement de l'atelier Tom et les super différents. Je salue l'Association des jeunes becs du Québec, d'ailleurs, d'organiser ce lancement virtuel. Vous le savez, le sujet de l'intimidation, ce n'est pas un sujet qui est nécessairement toujours facile à aborder, mais c'est absolument nécessaire de le faire, notamment et même surtout, je dirais, chez les jeunes. L'idée de lancer cet atelier aujourd'hui, c'est de sensibiliser le plus de personnes possible aux effets de l'intimidation qui sont liés aux différences, comme celles, par exemple, qui sont liées au bégaiement. Justement, ces différences ne devraient pas, en aucun cas, jamais être la source de gestes ou de paroles susceptibles d'être vécus comme de l'intimidation. Les échanges d'aujourd'hui seront certainement un moyen efficace pour rejoindre des personnes qui sont victimes d'intimidation ou encore qui en sont témoins, et même celles qui en sont les auteurs par des gestes ou encore par des paroles. Vous savez, la lutte contre l'intimidation, c'est un dossier d'une grande importance pour notre gouvernement. Déjà, en février 2020, j'ai annoncé aux Québécois et aux Québécoises un nouveau plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation. Ce plan comporte des mesures ciblées et il s'articule selon 3 axes bien précis. D'abord, la cyberintimidation. Ensuite, la jeunesse et finalement, l'ensemble des citoyens qui sont touchés par l'intimidation, comme les personnes qui ont un handicap. Avec notre plan et l'initiative de l'AJBQ, je suis confiant que les effets positifs de notre engagement collectif pour une société sans intimidation seront encore plus au rendez-vous, en particulier chez des jeunes comme vous qui évoluez dans un contexte scolaire.
Merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre engagement à créer des milieux épanouissants et bienveillants pour tous. Merci aussi à l'Association des jeunes becs du Québec qui, grâce à un financement du gouvernement, a pu concrétiser ce beau projet qui aura une portée importante dans vos milieux et dans vos vies quotidiennes. Ensemble, on a une responsabilité. On a la responsabilité de bâtir un Québec plus inclusif et plus respectueux de la dignité de tous. Bon lancement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir pris le temps de nous produire cette vidéo. On sait pertinemment tout le temps que vous êtes débordé et c'est encore plus apprécié. Maintenant, j'aimerais vous présenter un peu l'atelier Tom et les super différents. C'est un atelier clé en main qui a été développé pour les jeunes de 6 à 12 ans. Il se divise en 3 parties. Nous allons vous les présenter aujourd'hui. Et puis, ce qui était important quand on a développé le matériel, c'est que le produit soit interactif et simple d'utilisation, qu'il soit accessible à tous, que ce ne soit pas compliqué à utiliser. Donc, puis lié à ça, on a développé un manuel pédagogique qui contient des exercices supplémentaires, mais le plus important, évidemment, toutes les, comment le déroulement d'un atelier, comment ça fonctionne. Donc, je vous disais qu'il se divisait en 3 parties. La première partie est une vidéo témoignage. Justement, ce sera un témoignage de Clotaire Alexandre, le co-animateur, qui est acteur, danseur de break et porte-parole de l'Association des jeunes becs du Québec. Il y aura après ça, on vous présentera Le Cœur, qui est le livre interactif, et on terminera en vous présentant des signets. À noter que le livre électronique, bien, tout le contenu électronique sera distribué, sera accessible à tous les réseaux scolaires primaires, bien entendu, et ce, gratuitement. Alors, je suggère de débuter la vidéo témoignage « Je vis ma différence » et d'entendre le Clotaire qui nous explique comment, justement, il a vécu, comment il vit sa différence au quotidien, puis comment il l'a vécu. Mon nom est Clotaire Alexandre, aussi connu sur le nom de Dr. Step. Ça s'entend pas, mais je suis un beg. Bonjour Clotaire, je m'appelle Théo. Je suis très curieux. Peux-tu nous parler de ton bégaiement? Qu'est-ce que mes parents m'ont toujours dit, c'est que depuis mes premiers mots, je me suis mis à bégayer. Ça a été un long parcours pour que je finisse par avoir le contrôle de ma parole. Tout a commencé à un jeune âge. C'est super fascinant. Dis-moi maintenant, sur une échelle de 1 à 10, combien évaluerais-tu ton bégaiement lorsque tu étais tout petit? Sur une échelle de 1 à 10, mon bégaiement a été, je dirais, 15, 17. Ce qui veut dire que je n'étais pas capable de dire une phrase sans bégayer 35 fois ou sinon dire 2 mots même. Alors, ça a été un grand travail. Ce travail, quand l'as-tu commencé? Mais le travail a commencé, je pense que j'étais en 4e année primaire. J'avais un professeur qui nous faisait lire les fables de La Fontaine. Et j'avais une genre de facilité à apprendre les textes par cœur. Alors, j'étais quand même pas pire à réciter les fables de La Fontaine. Mais j'étais bon dans mon salon ou dans ma chambre. Ce qui veut dire qu'en classe, lire un texte, lire un paragraphe, ça a été vraiment quelque chose que j'évitais de faire. Clotaire, pour contrôler ton bégaiement, qu'est-ce qui t'a aidé? Cet enseignant, que je ne me rappelle plus de son nom, dommage, m'avait demandé d'être le narrateur de la fable Le Corbeau et le Renard, qui a été un grand défi pour moi. Alors, je me suis mis à m'entraîner presque à tous les soirs et j'étais extrêmement nerveux. Et puis, ça a été ma première expérience d'acteur ou ma première expérience sur scène. Et la journée venue du spectacle devant toute l'école, je me suis mis à bégayer sur les 3 premiers mots, mais Maître Corbeau sur un arbre perché, il tenait en son bec un fromage et puis le spectacle a été fantastique. Ah, j'aurais bien aimé voir ce spectacle. Je me demande, qu'est-ce que ça fait pour toi être un bègue? Être un bègue n'est pas évident parce que lorsque tu es un bègue, tu évites de dire qu'est-ce que tu penses, tu évites de t'exprimer, tu évites d'avoir ton opinion alentour des autres.
Tu parles souvent dans ta tête ou sinon tu évites toute confrontation mais verbale. Parce que oui, on se fait intimider, oui, on se fait rire de nous-mêmes, alors... Ah, je vois, c'était tout un défi pour toi. Maintenant, dis-moi, quand as-tu réalisé que tu n'étais pas seul à bégayer? Quand j'étais plus jeune, je me souviens que une ancienne belle-mère à l'époque, à mon anniversaire, elle m'avait acheté un livre sur l'histoire d'un jeune bègue et aussi une rencontre à l'hôpital général de Montréal en bégaiement. C'était la première fois que j'étais entouré de 8 autres bègues. C'était la première fois que je voyais une femme bègue aussi. Ça m'a donné espoir et ça m'a fait comprendre que je n'étais pas le seul. On m'a déjà dit que certaines personnes qui bégaient ont fait beaucoup de choses pour améliorer leur façon de parler. Toi, Clotaire, qu'est-ce que tu as fait? Pendant mon secondaire, je me suis vraiment mis à l'art de la danse. La danse est un médium où tu peux devenir n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle entité avec juste le mouvement de ton corps. Tu n'as pas besoin de parler, qui fait que tu enrichis énormément de confiance en toi. Avec la danse, j'ai rencontré mes meilleurs amis au monde. Merci pour ce beau témoignage. Dis-moi, Clotaire, si tu avais un message à donner à un élève qui bégait, quel serait-il? Trouve de quoi qui fait que ton estime augmente. Trouve de quoi qui fait que quand tu le fais, tu te sens invincible. Oui. L'art ou la musique ou n'importe quoi, ou le sport, si tu le fais, t'aimes ça, c'est positif. Et puis quand tu le fais, il n'y a rien qui te touche, tu es juste on top of the world. Juste fais-le. Alors, j'aimerais inviter l'auditoire à jouer avec nous. Un peu comme les ateliers, on se veut que la rencontre d'aujourd'hui soit interactive. Donc, ce qu'on va faire ça très, très simple. Nous vous poserons des questions auxquelles nous vous inviterons à répondre via le clavardage. Donc, ce qu'on va faire, le premier à répondre, le but n'est pas d'avoir une bonne ou une mauvaise réponse. Le but, c'est de jouer, c'est de s'amuser et d'avoir des réponses. Et le premier, on va donner des prix. Le premier prix, la première personne qui répondra via le clavardage, elle recevra le livre imprimé, la version imprimée. La deuxième personne à répondre recevra un T-shirt de Tom et les super différents. Et la troisième personne qui répondra via le clavardage recevra une série de signets effigies de chacun des personnages. Donc, si vous êtes dans les trois premiers, ce que je vous invite à faire, c'est d'expédier vos coordonnées en privé. Alors, pour qu'on vous fasse parvenir votre prix. Donc, maintenant, on commence. La première question que je vous demanderai est en lien avec la vidéo. Selon vous, à travers quel médium Clotaire s'est-il découvert une passion? Nous avons nos trois réponses. Alors, félicitations, je ne connais pas le nom du gagnant, mais on recommuniquera avec vous. Une deuxième question. Selon vous, que lui a apporté la danse? Oui, j'aurais pu vous dire la réponse, la précédente. La bonne réponse, à travers je m'excuse, j'aurais dû le dire avant. À travers quel médium Clotaire s'est-il découvert une passion? Bien entendu, c'est la danse. Et que lui a apporté la danse, c'est la confiance en lui et la rencontre de ses meilleurs amis, ce qui n'est pas rien. Et quel conseil donne Clotaire à tous les jeunes qui bégaient? Et la réponse, c'est se trouver une passion qui fait augmenter l'estime de soi, une passion qui fait en sorte que tu te sens invincible. Comme il dit si bien, « You are the top of the world ». Donc, encore une fois, je vous invite, est-ce que nous avons nos trois répondants? OK.
Alors, on va poursuivre. Je laisse la parole à Dr. Stepp. Merci. Alors, merci encore d'avoir regardé la vidéo, qui a été un moment très important pour moi. C'est souvent un message que j'essaye de dire aux jeunes qui bégayent et aussi aux autres jeunes qui ne bégayent pas, à cause que c'est toujours pas évident de se mouler à tous les amis à l'école quand on est différent. Et comme que je vais le dire encore, nous sommes tous différents. Maintenant, dans la seconde partie, nous présenterons un livre électronique interactif narré. Ce livre raconte l'histoire de Tom, un jeune garçon qui arrive dans une nouvelle école et qui est victime d'intimidation parce qu'il est considéré différent par ses camarades de classe. En effet, Tom, comme moi et plusieurs autres, bégaye. Cette histoire interactive est racontée par un narrateur. L'histoire met en scène des personnages qui apparaissent au fur et à mesure dans le livre et qui représentent leurs différences et l'intimidation qu'ils vivent. Alors, encore une fois, dans ce livre, avec le livre, on se veut qu'il soit interactif. Donc, encore une fois, on invite l'auditoire à venir jouer avec nous. Les mêmes règles se posent. La première personne à répondre, il va y avoir plusieurs questions. Et puis, toujours pareil, première personne à répondre reçoit le livre imprimé. La deuxième, le T-shirt. Et la troisième, la série des 6 signets à l'effigie de chacun des personnages. Donc, et si vous êtes parmi les 3 premiers à répondre, vous recevrez votre prix. On vous invite à communiquer vos coordonnées en privé via le clavardage. Donc, avant de débuter, j'aimerais vous expliquer, en fait, que tout au long de l'histoire, parce que c'est un livre narré, je disais, électronique narré, il y aura des signaux sonores. Il y aura un bruit de page qui tourne pour annoncer que la page tourne, ou que c'est le temps de tourner la page simplement. Et dans ce livre, les jeunes auront aussi à répondre à des questions. Donc, c'est à ces questions que je vous demanderai de répondre. Mais vous aurez un signal, parce que c'est via le livre. Je n'interviendrai pas. Et à chaque fois, j'arrêterai juste peut-être pour vous rappeler les consignes pour recevoir le prix, là, mais autrement, tout le reste, c'est fait via le livre. Donc, lorsque vous entendrez le bruit d'une clochette, ding, c'est peut-être pas très bon, mais c'est un indicatif, soyez attentifs, car suite au bruit de la clochette, il va y avoir une question. Ça fait juste dire, hey, sois attentif, une question s'en vient. Puis il y aura le son d'une minuterie pour indiquer, parce qu'évidemment, une question, on va laisser le temps un petit peu de réfléchir. Il va y avoir une minuterie, puis il va y avoir après ça une sonnerie vraiment comme un réveil matin, là, très ancien, pour indiquer que le temps de réflexion est terminé. Et puis par la suite, les gens, c'est sûr qu'on ne pourra pas discuter aujourd'hui parce que c'est pas évident, mais en classe, ce que l'enseignant ou en tout cas le professionnel peut faire, il n'est pas obligé de partir tout de suite le livre. Il peut, si la question pour lui la trouve importante, puis qu'il voit que les jeunes sont intéressés par la question, mais il pourra rester sur arrêt et discuter tout le temps. Qui lui plaît. Mais je pense qu'une image vaut 1000 mots. J'ai beau vous l'expliquer, il faut le voir pour bien le comprendre. Alors, je vous rappelle les signaux. Un petit son de clochette qui vous dit « Soyez attentifs ». Après ça, on vous indique le son de la minuterie, mais ça suit ça. Puis après ça, il y a vraiment une alarme. Puis pour tourner la page, mais c'est surtout pour l'utilisateur, là. Donc, je suggère qu'on commence le livre narré de Tom, livre électronique narré, interactif, Tom et les super différents. Tom et les super différents. Tom et les super différents. Lorsque tu entendras le son de page, tourne la page. Dans ce livre, tu répondras à des questions. Dès que tu entendras le son de la clochette, sois attentif. Tourne la page.
Voici l'histoire de Tom, un jeune garçon de 10 ans qui bégait depuis qu'il est tout petit. Tom et ses parents viennent de déménager dans une nouvelle ville. Il doit donc changer d'école. Lundi matin, à 7 heures, son réveil sonne. Tom doit se lever pour sa toute première journée d'école. Allez, Tom, il faut que tu te lèves. Tu vas être en retard à l'école. Allez, debout! La mère de Tom l'appelle une fois, 2 fois, et la 3e fois, elle lui crie « Allez, Tom, lève-toi! » J'arrive. Tom sort de son lit. Il enfile un chandail et un pantalon et se dirige vers la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Selon toi, qu'est-ce que Tom choisira de manger pour déjeuner? A. Des céréales. B. Des rôtis au beurre d'arachide. C. Des œufs. Prends quelques instants pour y penser. Toutes les réponses sont possibles. Ce matin, Tom choisit un bol de céréales qu'il mange avec appétit. Le moment est venu de quitter la maison. Tom est un peu nerveux d'entrer à sa nouvelle école. Heureusement, sa mère l'accompagne. Le bégaiement est une différence comme les autres, Tom. Tes camarades vont t'aimer. Si tu veux, tu peux parler lentement et tu peux mettre de l'air au début des mots pour t'aider. Oui, maman. Dès que Tom entre dans la classe, il sent tous les regards se tourner vers lui. Bonjour tout le monde! On va commencer. Pour votre première journée, j'aimerais apprendre à vous connaître. Vous allez vous présenter à la classe chacun à votre tour. La première à se présenter s'appelle Sonia. C'est une jeune fille qui porte d'énormes lunettes. Sonia a des problèmes de vision. C'est pourquoi elle a besoin de lunettes spéciales pour bien voir. Certains élèves rient régulièrement de Sonia parce que ses lunettes sont vraiment bizarres. Ensuite, c'est François qui se présente. François est un garçon de très petite taille pour son âge. Il est le plus petit de sa classe, ce qui lui attire les moqueries de ses copains. Justine vient se présenter à son tour. Contrairement à François, Justine est très grande. À de nombreuses reprises, ses camarades se sont moqués d'elle en la traitant de girafe. Puis, Tom fait la connaissance d'Isabelle, qui baisse la tête et cache sa bouche en se présentant. Isabelle doit porter un appareil dentaire pour corriger la position de ses dents. Elle essaie de cacher ses broches car elle redoute le moment où ses camarades l'appelleront « fil d'enfer ». Voici venu le tour de Félix de se présenter. Bien qu'il soit grand et fort, Félix est très timide et parle d'une toute petite voix. Les autres élèves ont de la difficulté à l'entendre lorsqu'il s'exprime. C'est maintenant au tour de Tom de se présenter. Tom, viens à l'avant te présenter à la classe. Tom n'aime vraiment pas les présentations devant tout le monde, car il sait qu'il risque d'avoir de la difficulté à prononcer certains mots sans répéter ou sans bloquer sur un son. Il craint que les élèves de sa nouvelle classe se moquent de lui. Bonjour, je m'appelle Tom. Je suis nouveau. Si tu étais un élève de la classe de Tom, comment réagirais-tu si tu l'entendais bégayer? A.
Tu essaierais de finir les phrases de Tom pour l'aider? B. Tu laisserais Tom finir de parler à son rythme? C. Tu soupirerais parce que la présentation de Tom est longue. Prends quelques instants pour y penser. On prend quelques secondes. Comme vous avez vu, la première question était pour réchauffer un petit peu les gens, comprendre comment le livre fonctionnait. Et puis, par la suite, vous avez vu la question où on demande aux gens comment ils réagiraient-tu devant cette situation. Et ensuite, vous allez voir, la question, on vous la donne. Je vous demanderai quand même de jouer le jeu de donner votre réponse via le clavardage. Il faudrait gagner ce livre, ce T-shirt ou cette série de 6 signets. Mais vous allez voir que vous aurez la réponse à la prochaine page. Donc, vous pourrez... en fait, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez prendre une pause, comme je fais là, pour vous expliquer. Mais là, ce serait dans un environnement avec votre groupe en classe. Vous pourriez justement échanger sur la question. Puis après ça, quand vous êtes prête, vous poursuivez. As-tu trouvé? Si tu as choisi A, tu as fini les phrases de Tom. Ça ne l'aide pas du tout, car il sait exactement ce qu'il veut dire. Si tu as choisi C, tu as soupiré parce que tu trouves la présentation de Tom longue. Tom retourne à sa place triste, car il préférerait ne pas bégayer. Si tu as choisi B, bravo! Comme tu as laissé Tom finir de parler à son rythme, tu as appris des choses très intéressantes sur lui. Une fois les présentations terminées, Madame Amina propose aux élèves de faire une activité en équipe. Dessinez-moi l'animal qui vous inspire le plus en inscrivant 5 caractéristiques au verso de votre feuille. Tom, un peu timide, prend son courage à 2 mains et demande à François: Est-ce que je peux me mettre en équipe avec toi? Mais oui, Tom. Dis-moi, j'ai trouvé que tu parlais bizarrement pendant ta présentation. Pourquoi fais-tu ça? Justine, qui a entendu la discussion, intervient auprès de François. Voyons, François, c'est du bégaiement, tu connais pas ça? Tom est surpris. Il ne savait pas que les gens connaissaient le bégaiement. Tu vois, François, Tom ne fait pas exprès. Quand on bégaye, on peut répéter les syllabes ou les mots ou encore bloquer sur des sons sans le vouloir. Par exemple, au lieu de dire maman, la personne répète la syllabe ma comme ça. Maman. Tu comprends? François hoche la tête. Les 3 camarades décident de former une équipe pour l'activité. « 15 minutes plus tard. » OK, c'est fini. À tour de rôle, vous allez venir présenter votre travail à la classe. Moi. Je veux montrer le dessin de mon équipe en premier. Madame Amina lui donne donc la parole. Dès qu'il montre son dessin, il se met à rire. J'ai dessiné une girafe et une souris parce que je trouve que ça ressemble à Justine et à François. À ce moment-là, toute la classe se met à rire. Madame Amina est mécontente. Elle demande à tous les élèves d'arrêter de rire immédiatement. Tom s'aperçoit que François et Justine sont très embarrassés. Il aimerait défendre ses nouveaux amis en répliquant quelque chose, mais il a peur de bégayer. Il décide donc de se taire. En tant qu'élève de la classe, comment crois-tu que tu réagirais face à cette situation? A. Tu prendrais la défense de François et Justine en répliquant à Alex? B. Tu continuerais à rire malgré l'avertissement de Madame Amina parce que c'est beaucoup trop drôle? C. Tu écouterais les consignes et arrêterais de rire et de parler. Tu es trop gêné pour intervenir. Prends quelques instants pour y penser.
Alors, comment vous-même, justement, réagirez-vous face à cette situation? Ce qu'on veut, c'est qu'au fur et à mesure que les jeunes en s'amusant comme ça, en répondant aux questions, ben, qu'ils puissent s'intégrer également le message qu'on veut qu'on veut leur lancer. Alors, vous, en tant qu'élève de la classe, comment réagirais-tu face à cette situation? Répondez via le clavardage et vous aurez la réponse à la prochaine page. Non, je ne suis plus là. As-tu trouvé? Si tu as choisi B, tu as continué à rire, tu as rendu François et Justine mal à l'aise. Si tu as choisi C, tu as arrêté de rire et de parler et tu n'as pas défendu Justine et François. Il est cependant très important de ne jamais accepter qu'on se moque d'amis qui sont un peu différents. Si tu as choisi le A, tu as pris la défense de tes camarades en répliquant à Alex. Bravo! Tu as aidé Justine et François en les rassurant et en les faisant se sentir moins différents. La cloche sonne. C'est maintenant l'heure de la récréation. Tom va rejoindre François et Justine dans la cour d'école. Ils se demandent à quel jeu ils vont jouer. Justine, Félix et François aimeraient jouer au ballon chasseur. Sonia et Isabelle proposent de jouer au ballon panier. Tom essaie également de dire son choix de jeu, mais c'est difficile pour lui de s'exprimer. Je voudrais jouer au. Pour aider Tom, comment réagis-tu? A. Tu décides d'aller jouer au ballon chasseur sans attendre que Tom donne son opinion? B. Tu attends que Tom dise à quoi il voudrait jouer? C. Tu poses la question à Tom en lui proposant des choix. Tom n'aura qu'à dire oui ou non. Prends quelques instants pour y penser. As-tu trouvé? Si tu as choisi A, tu as décidé d'aller jouer au ballon chasseur sans attendre la réponse de Tom. Ça le rend triste car tu ne l'as pas écouté. Si tu as choisi C, tu as proposé à Tom de l'aider dans ses réponses. Il sent que tu le trouves idiot quand tu fais ça. Tu as choisi B, tu as attendu que Tom dise à quoi il veut jouer. Bravo! Dans tous les cas, laisse tes amis parler. À la fin de la récréation, Alex se met à bousculer Tom et à l'insulter sur sa difficulté à parler. Tous ses amis rient également. Tom n'est même pas capable de parler. Isabelle et Sonia n'apprécient pas ces gestes. Elles vont expliquer à Madame Amina ce qui se passe. Évidemment, Madame Amina n'est pas contente et elle décide encore une fois d'intervenir auprès d'Alex. Voyons, Alex, tu n'as toujours pas compris le message? Ce n'est pas correct ce que tu fais. Allez tous à l'intérieur. On va parler de ce que vous venez de faire. Madame Amina explique à la classe que se moquer d'un élève, c'est l'intimider et que l'intimidation ne doit jamais être tolérée, que ce soit à l'école ou ailleurs. Ces gestes peuvent blesser et laisser des traces dans la vie d'une personne pour toujours. Si tu étais Madame Amina, quelles conséquences donnerais-tu à Alex et à ceux qui ont ri de Tom? A. Ils n'auront plus de récréation pendant quelques jours. B. Ils devront nettoyer les toilettes de l'école. C. Ils écriront une lettre d'excuse à Tom. Prends quelques instants pour y penser.
Tu as compris que c'est une blague de faire nettoyer les toilettes. Madame Amina a décidé qu'Alex et ceux qui ont ri de Tom n'auront plus de récréation pendant quelques jours et qu'ils écriront une lettre d'excuse à Tom. À la fin de la classe, Tom, Isabelle et Sonia se retrouvent en face de l'école où ils attendent leurs parents pour rentrer à la maison. Alex est vraiment fâché d'avoir eu une conséquence. Il rejoint Tom, Isabelle, Sonia et Félix et continue de crier des insultes à Tom. « Hey Tom, tu n'es pas intelligent. Tu ne sais même pas parler comme il faut. Retourne donc à la maternelle. » Arrête de dire ça, Alex. Le bégaiement, c'est pas un manque d'intelligence. Il est né comme ça. Ce sont ses mots qui bloquent quand il parle. C'est tout. Félix constate que le comportement d'Alex envers Tom est méchant. Il prend donc la décision de ne plus être ami avec Alex. La mère de Tom arrive en voiture pour le ramener à la maison. Sur le chemin du retour à la maison, Tom raconte sa journée à sa mère. Il est triste parce que certains élèves n'acceptent pas la différence des autres. Peut-être que ces élèves ne comprennent tout simplement pas ce qu'est le bégaiement. Tu pourrais prendre le temps de leur expliquer demain? Crois, maman? Je vais réfléchir. Le lendemain, Madame Amina discute avec Tom du comportement d'Alex et ses amis. Elle propose à Tom d'expliquer à la classe ce qu'est le bégaiement. Se rappelant les conseils de sa mère, il décide de parler de sa différence. Madame Amina laisse la parole à Tom en indiquant aux élèves l'importance de l'écouter sans l'interrompre, sans parler ni rire. Courageusement, Tom se dirige à l'avant de la classe et explique son trouble de la parole. C'est tes troubles de la parole qui fait que je répète des mots ou que je bloque sur des sons. Alex a honte du geste qu'il a posé hier. Il regrette et comprend qu'il a mal agi. Plus la présentation avance, plus Tom a confiance, moins Tom bégaie, parce qu'il se sent écouté par les autres. Il explique que son orthophoniste, Madame Muriel, l'aide à contrôler son bégaiement. C'est Madame Muriel qui a fait comprendre à Tom de prendre le temps nécessaire pour dire ce qu'il a à dire. En terminant sa présentation, Tom décide de faire un jeu. On va faire un jeu comme avec Madame Muriel. Si tu as bien compris les indications de Tom, quelle serait la meilleure façon de l'aider lorsqu'il parle? A. Tu écoutes Tom car c'est ce qu'il dit qui est important et non pas comment il le dit. B. Tu demandes à Tom de mieux parler pour le forcer à bien s'exprimer. C. Tu laisses à Tom tout le temps nécessaire pour terminer ses phrases sans parler à sa place. Prends quelques instants pour y penser. As-tu trouvé? Si tu as choisi B, tu demandes à Tom de mieux parler. En faisant cela, tu n'aides pas Tom. Il devient stressé et ça peut faire augmenter son bégaiement. Si tu as choisi A ou C, tu écoutes attentivement Tom et tu lui laisses le temps nécessaire pour terminer ses phrases. C'est très bien. Tom sait ce qu'il veut dire. Ça lui prend juste un peu plus de temps pour s'exprimer. Sonia, François, Justine, Isabelle et Félix adorent la présentation de Tom. Ils souhaitent, eux aussi, raconter leurs différences devant la classe. Sonia veut expliquer pourquoi elle porte de grosses lunettes. François veut dire pourquoi il est aussi petit pour son âge.
Justine souhaite aussi parler des personnes qui grandissent parfois plus vite que les autres. Isabelle désire faire connaître les appareils dentaires pour corriger la position des dents et la raison pour laquelle elle doit porter des broches. Félix veut s'exprimer sur la timidité qui n'est qu'un trait de caractère comme les autres. Surpris par ces réactions, Tom et Madame Amina accueillent avec enthousiasme la proposition des autres élèves. Ainsi, Tom, Sonia, François, Justine, Isabelle et Félix créent ensemble le groupe des super différents. Chaque semaine, Madame Amina leur accorde du temps pour aller expliquer leurs différences aux autres classes de l'école. Ça leur permet de faire réaliser à des élèves comme Alex et ses amis que tout un chacun est différent à sa façon. Alors, c'était Tom et les super différents qui étaient narrés. D'ailleurs, je ne l'ai pas souligné, mais le petit garçon qui fait le rôle de Tom est un jeune homme de 10 ans qui se prénomme Jawad et qui est un petit garçon qui bégait. Il a fait de l'excellent boulot. Moi, j'étais très fière quand je l'ai entendu faire les enregistrements. Et puis, donc, comme vous avez vu, l'atelier en lui-même se divise en 3 parties. La première étant la vidéo de Clotaire qui fait son témoignage. La deuxième, normalement, présente le livre narré en deuxième. Et on termine la discussion avec à l'aide des signets. Et le but, justement, c'est de faire comprendre ce qu'est l'intimidation, c'est faire comprendre c'est quoi la différence et que les jeunes vivent, justement, se mettent un peu dans des situations où ils peuvent vivre un peu ce que l'autre ressent pour pouvoir, par la suite, peut-être mieux se comporter envers les autres. Et puis, d'ailleurs, je répète, pour toutes les écoles du primaire, si vous êtes intéressé par le livre, par le contenu électronique, vous nous le dites. Et bon, éventuellement, si vous voulez des versions papier, et pour le reste des gens, vous communiquez avec nous. Dans tous les cas, communiquez avec nous, puis on répondra à vos questions. Et vous communiquez à info@ajbq, A pour association, J pour jeune, B pour bègue, Q Québec, .qc.ca. Donc, on va enchaîner avec un invité. Notre prochain invité sera avec nous sur vidéo. C'est un passionné du sport, plus particulièrement le soccer. Il a œuvré pendant 24 ans comme neuropédiatre. Il est spécialisé en épilepsie. Il a créé une fondation pour les enfants québécois atteints d'épilepsie qui se nomme Charles Guindon. Et de plus, il a développé des cliniques de neurologie en Haïti, au Mali et au Vietnam. Je peux également témoigner de son implication et de la proximité qu'il a su développer avec les organismes de sa circonscription. Je laisse maintenant la parole au ministre de la Santé, délégué à la santé et aux services sociaux et député de Taillon, le ministre Lionel Carman. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très fier de vous dire quelques mots à l'occasion de cette initiative remarquable qui vient répondre à un besoin réel de nos jeunes. Ce besoin, c'est celui de l'estime de soi, qui est un pilier essentiel du développement d'une personne. Comme vous le savez, j'ai à cœur de mettre en place les conditions et les services nécessaires au développement du potentiel de chaque enfant et de chaque jeune. Mais quand il est question d'estime de soi, il y a un effort collectif supplémentaire à faire, car l'intimidation n'est pas toujours visible. Il faut donc demeurer vigilant, que ce soit dans les milieux scolaires ou dans les activités que pratiquent les jeunes. Mais avant tout, il faut sensibiliser ces derniers à la nécessité d'inclure les personnes différentes. Il faut faire valoir que la neurodiversité est une richesse pour la collectivité, qu'aller à la rencontre d'une personne qui nous semble différente, c'est s'ouvrir à tout un monde. Tom et les super différents me semble d'ailleurs être un excellent titre pour cet atelier, car chaque personne a des super pouvoirs qui lui sont propres et qui constituent un apport unique à notre société. Je tiens donc à remercier les instigateurs de ce projet, de même que mon collègue, le ministre de la Famille, et ses équipes pour leur appui.
C'est grâce à de tels outils de sensibilisation que nous arriverons à changer les choses en profondeur. Merci beaucoup et bon lancement à toutes et à tous. Remercier Lionel Carman pour nous avoir fourni cette vidéo. Maintenant, la dernière partie de l'atelier est la partie de l'atelier consacrée à l'échange sur la différence et l'unicité. Nous avons développé un signet à l'effigie de chacun des personnages. Tom, Isabelle, Sonia, Félix, Justine et François. Derrière ces signets, sur le recto, c'est indiqué « Je suis différent parce que » et « Je suis unique parce que ». On le voit ici. Je suis différent parce que, je suis unique parce que. Chaque élève aura la liberté de choisir le signet qu'ils préfèrent et d'écrire en quoi ils sont différents et uniques et pourront en discuter avec leurs amis. Maintenant, avec l'auditoire, je vais vous poser la question. Pour vous, et si vous répondez dans le clavardage, si vous êtes le premier à répondre, vous allez gagner une copie du livre. Si vous êtes le deuxième à répondre, vous allez gagner un T-shirt. Et si vous êtes le troisième à répondre, vous allez gagner les 6 signets. La bonne réponse, c'est juste de répondre. Mais maintenant, moi, je vais vous la poser la question. En quoi tu es différent et en quoi tu es unique? Prends le temps d'y penser et je suis sûr que tu vas trouver. Maintenant, si tu es dans les 3 premiers qui ont répondu, s'il vous plaît, veuillez nous laisser vos coordonnées en privé. Alors, maintenant, on est vraiment très choyés. On a 3 panélistes. On a un panel. Ce sont tous des gens qui vivent, qui travaillent avec des jeunes qui vivent une différence, dont le bégaiement. Puis on a également un adulte qui bégaye, qui va pouvoir répondre à certaines questions. Mais avant, je vais vous présenter les panélistes. Donc, nous avons Marie Milot. Bonjour. Marie, elle est psychologue au Centre de réadaptation Marie-Enfant. Antoine Fournier. Antoine est un ingénieur et un adulte qui bégaye. Et Antoine siège également sur le conseil d'administration de l'association. Maintenant, Marie Aymon, elle est coordonnatrice à l'Université de Montréal. Elle a une maîtrise en orthophonie et bien d'autres, là, mais l'essentiel, elle a une maîtrise en orthophonie. Tous 3 ont vécu, ont côtoyé des jeunes qui vivaient le bégaiement, par conséquent, l'intimidation, parce qu'on le sait, un jeune qui est différent, il est plus susceptible, justement, d'être intimidé. Alors, on va commencer le panel. T'enchaînes la première question? Oui. Merci encore à Marie Milot, Marie Aymon et à Antoine Fournier. Maintenant, je suis très excité de commencer le panel parce que, moi, j'ai vécu de l'intimidation, mais aussi, surtout parce que je suis père de 4 enfants. Et ça va me donner des repères à cause que c'est pas évident de vivre ces choses-là quand on a des enfants. Maintenant, première question. Qu'est-ce qu'une différence? C'est une excellente question, en fait. C'est quoi être différent? On a chacun nos particularités, je pense. Là. Tout le monde est un peu différent. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure là, dans les échanges, dans les présentations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais je sais pas, en fait, c'est quoi être normal quand tout le monde est pas mal différent, en fait. Oui, mais je pense qu'il y a 2 types de différences. Les différences physiques qu'on peut remarquer, là, comme Justine qui était grande, puis François qui était petit là, dans le livre, puis chacun dans le livre avait ses différences. Puis il y a des différences qui sont plus à l'intérieur de nous, qui sont fondamentales, qu'on ne voit pas, comme
le bégaiement ou que ce soit d'autres troubles d'apprentissage, des troubles de comportement ou d'autres troubles qui peuvent se travailler avec le temps puis avec lesquels on peut apprendre à contrôler et à vivre avec. Là. Fait que, je pense qu'il y a plusieurs sortes de différences. Puis comme Marie le disait, on est tous différents et on a tous notre petite particularité. Oui, puis je pense que c'est aussi important d'essayer de voir justement les différences comme une richesse et non c'est beaucoup associé à quelque chose de un peu péjoratif, le terme différence. J'aime bien le terme de diversité pour ça justement aussi. Je trouve qu'il y a moins de connotations péjoratives, contrairement à différence qui peut être c'est ça, associé à quelque chose de négatif, alors que non, effectivement, c'est une richesse. Les différences sont des richesses. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer de mettre en avant, que ce soit dans les écoles, auprès des jeunes, auprès des adultes aussi. C'est que chacun, on a nos particularités. Et c'est ça qui fait qu'on a un monde riche et qui permet de découvrir plein de choses. Je trouve ça intéressant que tu parles de diversité parce que veux pas dans les entreprises depuis quelques années où de plus en plus on entend parler de diversité et d'inclusion. Puis c'est autant au niveau des plus jeunes qu'au niveau des plus vieux aussi. Là. Je pense qu'on va arriver sur le thème de l'intimidation. Ça ne se vit pas juste pour les plus jeunes. J'aime vraiment plusieurs choses que vous avez dit aussi. Normal, qu'est-ce qui est normal? J'essaie toujours de dire à mes enfants, il n'y a personne de normal. Tout le monde est spécial. Tout le monde a une spécialité. Tout le monde est riche d'une façon. Un petit peu quand tu vas dans un buffet international, tu vas goûter à plusieurs plats de plusieurs pays et tous les plats sont délicieux. Mais les gens sont comme ça aussi. Alors, très bonne réponse. Bravo. Deuxième question, maintenant. Quelle est la définition de l'intimidation? L'intimidation, ça inclut plusieurs des actes, des comportements, des paroles, des gestes qui vont avoir un caractère répétitif. C'est vraiment une des choses importantes dans la définition d'intimidation. Un jeune qui va, par exemple, insulter une fois un autre, c'est pas de l'intimidation. Par contre, c'est le caractère répétitif. Puis c'est important parce que ça crée sur les conséquences, sur le jeune qui vit l'intimidation, c'est une notion qui fait beaucoup de différence. Donc il y a le caractère répétitif, il y a le côté rapport de force qu'il peut y avoir dans l'intimidation, qui n'est pas forcément de la force physique, mais soit plusieurs jeunes qui vont se mettre en groupe à intimider un autre jeune, ou des jeunes plus âgés, secondaire 5, qui vont aller intimider un jeune de secondaire 1. Donc il y a forcément aussi un rapport d'inégalité par rapport à ça. Donc c'est un peu ça, je ne sais pas si... Oui, mais je regardais une définition avant d'arriver, puis je disais que l'intimidation, c'est l'acte d'affecter l'estime de soi d'une autre personne, de réduire l'estime de soi d'une autre personne. Comme tu dis, le caractère répétitif, là, je pense que c'est pas tout ou rien. Là. C'est pas quelqu'un se fait intimider ou se fait pas intimider. Là. Je pense que c'est comme tout, c'est une échelle, puis ça peut être de 1 à 10. Puis, moi, de mon côté, j'ai vécu l'intimidation quand j'étais plutôt au secondaire, je dirais, mais je dirais pas que c'était une intimidation qui était à 8 sur 10. C'était peut-être du 2, du 3, du 4 sur 10. Il y a un certain point que quand tu dépasses un certain seuil, là, ça vient t'affecter, puis tu peux avoir des conséquences plus sur le long terme. J'imagine qu'à un certain point, ça vient forger le caractère aussi. Fait que je pense que d'un côté, l'intimidation, c'est une bonne chose, mais quand ça devient répétitif, puis quand ça vient trop, ben, c'est là que ça peut venir t'affecter puis avoir des conséquences plus sur le long terme. Effectivement. Puis chacun le vit aussi à sa façon, j'ai l'impression aussi. Là. Peut-être que ce que tu as vécu chez une autre personne qui était pour toi du 2-3 sur 10 serait du 8 ou 9 sur 10 pour une autre personne avec la même situation. Là. Puis je pense que c'est un des critères aussi importants dans l'intimidation, c'est l'effet justement que ça a sur la personne. Et exactement comme tu disais, Marie, quelque chose peut avoir un impact majeur sur une personne. Le même acte envers une autre personne ne va pas avoir le même impact. Toutes dans la même question, parce que de l'intimidation, dans mon temps, dans les années 90, c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. Oui, mais ça peut être autant de l'intimidation qu'il y a de la violence physique, que ça peut être lié à justement plus du verbal ou de l'isolation, ou probablement que ça évolue avec le temps. Puis c'est sûr que de plus en plus, les intervenants sont... Je
pense, sont sensibilisés à ça. Puis ça a un impact, les parents aussi, les enfants aussi, mais ça reste que ça continue d'exister. Puis le chemin n'est pas terminé, je pense. Là, puis je crois que ce qui n'aide pas en ce moment, c'est la cyber-intimidation également. Exact. Donc là, ça ouvre les portes à tellement de choses. Mais oui, parce que quand le jeune a quitté la cour d'école, ben c'est pas fini. Non. Ça continue dans son téléphone, dans son ordinateur, alors qu'il est rendu à la maison, puis que là, les intimidateurs sont plus supposés être à proximité, mais ils sont encore là. Oui, effectivement. Il y a aussi l'effet de qu'est-ce que moi j'appelle, entre parenthèses, la solo-intimidation, qui veut dire que qu'est-ce que la jeune va consommer sur les réseaux sociaux, l'intimide sans être intimidé à cause que lui, il veut être grand, il veut être fort, il veut être vite, mais il n'a pas ces atouts-là. Alors là, comme son estime de lui-même, fait que c'est un grand défi pour les parents aujourd'hui. Reconnaître un enfant dans une intimidation, les signes. Je vais y aller si oui. vous voulez. Il y a plusieurs signes, et puis ce qui peut être difficile pour les parents, c'est que quand ça arrive à l'adolescence, il y a aussi les changements qui sont liés à l'adolescence. Donc c'est réussir un peu à démêler tout ça, parce que ce qu'on retrouve dans les signes, c'est de l'isolement du jeune, qui va plus se refermer sur lui-même, qui va s'isoler, qui peut chercher à éviter d'aller à l'école, à éviter les activités de groupe qu'il pouvait aimer avant, comme par exemple aller au soccer, et puis tout d'un coup, il ne veut plus aller au soccer. Les notes qui chutent tout d'un coup sans explication. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme signe? C'est des très bonnes pistes. Je pense que c'est déjà une bonne... Oui. Et puis, un jeune qu'on sent tout d'un coup triste, irritable, je pense que c'est dans la différence que le parent le parent ou l'enseignant doit réfléchir, c'est voir le changement chez son jeune. C'est vraiment là, je pense que... parce qu'on a tous des caractères différents, donc un jeune qui s'isole, peut-être qu'il s'est toujours isolé, et ça n'a rien à voir avec l'intimidation. Ouais. Mais un jeune qui n'était pas style à s'isoler, ou qui adorait l'école, ou qui adorait le soccer, et qui tout d'un coup s'isole, là, c'est inquiétant. Cela veut dire que faire un 360, là, comme direct sur... je vais prendre un exemple. Moi, je suis un adepte de hockey. Après mes 3 premières pratiques, et j'ai dit à mon père, je ne veux plus. Parce que je me faisais intimider, mais sur la glace. Du jour au lendemain, et j'ai décidé de ne plus jouer au soccer, de plus jouer au hockey. Alors là, mais c'est vraiment un virement. Et comme parent, c'est comme un jeune qui s'isole, on dit, tu sais, quand il veut son temps, il veut son temps. Mais si ma fille, elle a toujours été une fille qui aime jouer dehors, et tout à coup, elle reste à la maison, c'est là qu'il faut que je regarde les signes. Parce que souvent, comme parent, on va aimer, mais pas aimer, mais c'est un réflexe. C'est comme, c'est correct, mais c'est correct. On fait un petit peu l'autruche sans vraiment faire face au problème. Donc, le changement est normal chez l'adolescent jusqu'à un certain point, mais si on a une petite cloche qui sonne dans notre tête puis qu'on se dit « ça, c'est plus mon enfant », ça vaut peut-être la peine de creuser. Là. C'est ce que j'entends. Oui. Vas-y, Daniel. OK. Alors, quels sont, selon vous, les facteurs de protection, les moyens à développer chez les jeunes pour les aider à faire face à l'intimidation? Qu'est-ce qu'on devrait leur offrir? Je pense que je le sais. Je pense qu'on pourrait leur offrir le livre de Tom et les super différents. Bonne réponse. Je pense que l'éducation puis l'information sur les différences des autres, je pense que c'est la clé. Là. On le voit dans le livre, vous l'avez entendu tantôt. Là, la clé de ça, c'est d'éduquer les autres puis que les autres comprennent c'est quoi la différence de l'autre. Si tu vois une personne qui est bègue puis tu comprends pas pourquoi elle a de la difficulté à parler, je pense que tu vas être porté à la juger parce qu'elle n'est pas comme toi. Que ce soit ça, que ce soit la culture, la couleur de la peau, les habitudes, la personne, tout ça, je pense que ça passe par l'éducation. Fait que, je pense qu'à l'école, c'est une bonne place pour ça, mais même à la maison aussi. Ouais, puis je pense que pour avoir ça aussi, ça prend un entourage qui est présent, puis qui est soutenant aussi, puis qui pense à faire ça. Là. Donc, justement, des parents qui remarquent qu'il se passe quelque chose, puis qui décident de prendre les choses en main. J'imagine qu'il y a ce facteur-là aussi. Là.
Puis moi, je rajouterais, je pense que ce qui est vraiment aussi à développer chez les jeunes en amont, c'est la confiance en soi, les capacités d'affirmation de soi, parce que c'est ça qui va venir faire en sorte que même s'il y a quelqu'un qui essaye de l'intimider, s'il y a assez de confiance en soi, s'il y a une affirmation de soi, puis s'il y a tout un entourage derrière, peut-être que les tentatives d'intimidation ne vont pas fonctionner. Oui, ben c'est ça. Puis je pense que, comme tu le dis, développer l'estime de soi, ça passe par les parascolaires à l'école, par exemple, que ce soit un sport, que ce soit quelque chose de plus culturel. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais de la robotique, une équipe de robotique. Puis c'est quelque chose que tu vas développer ta confiance en toi, puis tu vas développer du talent dans quelque chose qui va faire que tu développes une carapace, là, comme tu disais, Marie. Tout à fait. Puis, je rajouterais juste peut-être de mettre l'accent justement sur le côté différence en tant que richesse. Puis là, si on parle de bégaiement, justement, de pas être forcément tout de suite à la recherche de la fluidité, comme en indiquant que c'est une problématique ou quoi que ce soit, mais développer la confiance du jeune et faire en sorte qu'ils ne perçoivent pas ça comme quelque chose forcément de négatif, parce que sinon, forcément, ça va induire chez lui, j'ai pas confiance en moi parce que je bégaye. Antoine a dit quelque chose de très bon. Il a dit à la maison. Et moi, j'ai souvent le souvenir, j'avais un oncle. À chaque fois qu'il venait à la maison, il prenait un temps avec moi, là, solo, 1 contre 1, avec l'auteur, on va dire macaroni. Et puis là, je pratiquais. Mais comme à chaque fois qu'il venait à la maison, mais j'avais un réconfort que quand mon bégaiement, c'est correct. Il faut juste que je continue dessus. Et juste le fait que mon oncle petit loulou, il venait à la maison, me donnait comme un réconfort. J'aimais moins que quand j'avais des tantes ou sinon, OK, si ma belle-mère elle reprenait le mot que j'allais dire, ça, OK, mais ça aide pas. Mais pour aider l'estime de soi, tout part, comme Antoine l'a dit, à la maison. Un très bon entourage, des bons amis, un réconfort. Ensuite, ça te donne une bonne carapace pour faire face à la société, quoi. La prochaine question, moi, je la trouve très intéressante parce qu'il y a une partie que moi, je ne connais pas la réponse, puis je n'ai même pas de doute. Je n'ai aucune idée. Alors, ce sera sûrement des outils que j'aurai moi aussi. C'est quoi la vision d'un enfant intimidateur? Puis il y a le témoin également, parce que ça, c'est pas évident. Quand les amis voient, par exemple, il y a un groupe d'amis avec toi, puis ils te voient intimider, comment faire? Quel outil leur donner? Puis l'intimider, bien là, on le comprend, ça, on le comprend parce qu'on sait qu'on touche à l'estime de l'enfant, là, mais puis à la confiance et tout. Mais l'intimidateur et le témoin, un jeune, là, je sais pas comment il peut gérer ça. Ça m'atteint vraiment, cette question-là. Ben, tu sais, souvent, l'intimidation, c'est rarement un an. Bien, surtout avec les plus jeunes, je dirais. Là, c'est rarement juste une personne avec une personne. Il y a souvent l'effet de groupe qui embarque, puis il y a d'autres personnes autour, puis c'est l'effet de groupe qui fait que c'est plus dur à gérer. Puis souvent, comme tu dis, les témoins, je pense qu'il y avait un exemple, justement, dans le livre tantôt, quand c'était en classe, là, puis là, il y a le reste de la classe qui avait une décision à prendre, est-ce qu'elle intervenait ou non, mais c'est là que ça peut faire une différence, mais que c'est difficile, là, parce que tu définis quand tu es jeune avec ce que les autres ils pensent de toi, fait que tu veux pas nécessairement intervenir. Ouais. Je pense, de peur de te faire juger par les autres, puis de te faire rejeter aussi, fait que tu rentres comme dans une boucle, là. Oui. Fait que tu mieux rester avec le reste du groupe, puis ne pas intervenir, mais c'est là que c'est la clé à aller aussi, là. Mais, mais on peut pas laisser aller. Comment on peut les aider, tu sais, justement à s'affirmer, à dire, bien, regarde, là, témoin, voyons pas. Antoine, il se fait intimider. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, en fait, en tant que témoin? Je demanderais à Marie, peut-être.
En fait, c'est les mêmes compétences à développer chez tous les jeunes, finalement. C'est l'affirmation de soi. Okay. Puis si un jeune parle, par exemple, à son parent en disant j'ai vu à l'école, il se moque d'un tel ou quelque chose comme ça, ça serait de l'écouter et de l'encourager, effectivement, à aller voir un adulte de l'école pour prendre en charge ça. Parce que c'est sûr que le jeune qui est témoin, si devant le groupe, il ne s'affirme pas, il n'ose pas le dire, puis on le comprend, effectivement, comme tu disais, à l'adolescence, on recherche cette appartenance à un groupe, donc on va potentiellement suivre ou en tout cas ne rien dire, mais c'est au moins de l'amener à réussir à le dire à quelqu'un pour gérer cette situation, un adulte qui va pouvoir gérer cette situation. Puis moi, ce que j'aimerais rajouter aussi, parce que je pense qu'on n'a peut-être pas tendance à se positionner comme ça, c'est se dire que l'intimidateur, c'est aussi un jeune qui est en souffrance. Même si ça paraît comme... il fait souffrir, mais a priori, s'il a des actes comme ça, je ne parle pas des témoins externes, mais celui qui... C'est un jeune qui va avoir une souffrance quelque part en lui. Pourquoi il l'exprime de cette façon? Qu'est-ce qu'il va chercher pourquoi il a besoin de se valoriser par cette violence-là? Quelle colère il essaye d'exprimer? Puis il y a ce travail-là à faire aussi avec ces jeunes-là pour pas qu'ils recommencent et qu'ils continuent. Mais je comprends qu'il vivrait probablement un peu de violence à la maison. Ou peut-être pas nécessairement à la maison. Pas nécessairement. Dans son entourage. Mais en tout cas, il y a un mal-être quelque part chez lui qui fait qu'il a besoin de s'exprimer avec cette colère-là et de cette manière-là. C'est souvent une revanche, une façon de s'exprimer. Puis souvent, quand on est jeune, on ne sait pas comment s'exprimer. Et ça peut être... Je peux m'exprimer verbal, je peux m'exprimer en dessin, je peux m'exprimer en musique, mais il faut que tu t'exprimes. Et souvent, mais l'intimidateur, c'est ça. Moi, j'ai été un intimidateur en secondaire 2. Mais ça, c'est parce qu'en secondaire 1, j'ai mangé la claque. Jusqu'à temps mais que l'enseignant parascolaire en théâtre, il m'a dit, regarde, t'es pas comme ça, mais pour de vrai. Et puis lui, c'est comme il l'a vu. Il m'a dit, mais t'es pas comme ça. Alors, pense un peu à qui tu es pour de vrai, puis à qu'est-ce que tu veux faire de bon. À cause que l'intimidateur, on fait souvent ça, mais comme on n'aime pas ça, c'est pas notre but, mais pour nous, on veut juste revendiquer, mais quelque chose qu'on comprend même pas. C'est en effet très intéressant. C'est ça, peut-être de ramener aux valeurs du jeune, justement. C'est quoi ces valeurs profondes pour qu'il se rende compte que il y a comme un clash là, ça va pas avec mes valeurs, c'est pas qui je suis, mais j'ai une colère ou quelque chose à exprimer, comment je peux l'exprimer autrement que par ces gestes-là? Non, je pense qu'on cherche tout à être bon dans quelque chose. Puis si justement, dans un groupe, tu as le rôle de l'intimidateur, puis tu vois que le groupe te supporte, c'est là que tu vas aller rechercher la volonté de le refaire parce que tu te sens bon dans ça. Je pense que ça passe aussi tout le temps par trouver quelque chose de bien dans quoi tu es bon. Si tu es bon à du sport, de miser là-dessus. Puis autant pour l'intimidateur qui une personne qui est en souffrance aussi, comme Marie disait, chez cette personne-là, ça va lui permettre de devenir bon dans autre chose, puis d'aller remonter son estime de soi dans autre chose. Fait que je pense que c'est aussi bon pour l'intimidateur que l'intimidé. Non, c'est des points de vue que je n'avais peut-être pas nécessairement moi-même observés. Maintenant, j'ai une très bonne question, parce que ça fait 15 ans que je suis parent. Et on apprend à être un parent à tous les jours. Et moi, je suis super ouvert à toutes les suggestions. Mais cette question-là, j'ai hâte de vous entendre. Quel travail les parents peuvent-ils faire pour outiller les jeunes? Je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt, là. Apprendre à développer l'estime de soi, mettre en place certaines forces, la vision qu'ils ont de leurs différences aussi, arrêter de l'avoir comme une différence, l'avoir comme une diversité, comme une force. Je pense que c'est une première étape, entre autres, là. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses. Là. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est les clés, c'est ça. Puis ouvrir le dialogue avec son jeune pour ne pas en arriver à juste arriver à poser des questions parce qu'on sent que tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais il faut que ce dialogue-là soit instauré. Puis c'est pas toujours facile, et surtout pas à l'adolescence. C'est vraiment compliqué. Mais c'est de réussir à essayer d'avoir cette porte ouverte là, au dialogue avec son jeune. Non, si je ramène ça au bégaiement un peu,
ce que j'ai vécu. Tu sais, je pense que du côté des parents, si chaque fois que tu te mets à bégayer, là, tes parents ils font un regard ou se mettent à le souligner, bien là, c'est sûr que toi, tu te sens de plus en plus mal. Fait que je pense que c'est aussi pas de faire comme si de rien n'était, mais d'accepter que c'est une différence, puis d'accepter que la personne bégait, puis bon, je ferai pas une face ou tu sais, je le ressoulignerai pas. Tu sais, oui, quand c'est quelque chose qui peut se travailler, le bégaiement, bien, je pense que c'est d'avoir des moments pour le travailler, mais après ça, je pense que c'est changer le focus. Changer le focus, bien, c'est ça. Puis... Focuser sur « Ah, mon jeune communique, mon jeune s'exprime, mon jeune dit ce qu'il a à dire », plutôt que « Ah, mon jeune bégaie, mon jeune a telle autre différence ». Allez, c'est ça, changer le focus. Je pense que c'est quelque chose... Tu dois rencontrer souvent ça, mais je vois ça aussi avec certains parents. C'est comme une priorité chez eux, la fluidité, parce que justement, ils ont peur que leur... C'est souvent ça, c'est souvent associé à la peur que il va se faire intimider ou ça va être difficile pour lui s'il bégaye. Donc, il vise la fluidité, alors qu'effectivement, c'est l'acceptation, à mon avis. Avant ça, exactement comme tu disais, Antoine, effectivement, s'il y a des faces à chaque fois que ça n'aide pas le jeune à se sentir bien et à voir ça comme une différence, mais sans que ce soit une différence marquée négativement. Ou... Changer l'attitude par rapport au bégaiement. C'est ça, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Exact. La dernière est intéressante, la dernière question également. Quel est l'impact des craintes? Vous savez, les parents ont parlé justement des craintes qu'ils ont. Puis c'est quoi l'impact des craintes des parents sur les enfants? Bien, je pense que ça vient exacerber le problème, parfois. Donc, si on met le focus sur, justement, la différence, puis si on induit à l'enfant que cette différence-là est une différence et est un problème et ne devrait pas exister, ben qu'est-ce qu'on fait à l'estime de soi, qu'on disait qu'il était une force? On vient de l'éteindre. Okay. Donc, c'est important, c'est ça, de le voir autrement, changer la vision, changer l'attitude pour changer le rapport de force là, par rapport à ce qui se passe. Là. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Je pense que c'est ça peut induire chez le jeune une crainte qu'il n'avait pas forcément à la base ou une compréhension de « Ah, il y aurait des raisons que je me fasse intimider parce que j'ai un bégaiement. » Si mon parent a peur de ça, c'est que ça peut induire quelque chose comme ça chez un jeune qui, à la base, pouvait ne pas du tout avoir cette idée-là, qui pourrait se faire intimider ou avoir peur de ça. Ou, Je viens juste de remarquer, et de quoi que j'ai jamais vraiment remarqué, mon père est un homme extrêmement relax. Extrêmement relax. Tempo des Caraïbes, il fait beau, OK, mais tout le temps, même s'il fait moins 35 dehors. Et puis, mon père n'a jamais mis une ligne sur mon bégaiement. Jamais, jamais, jamais. Il a toujours fait, mais t'es comme ton grand-père, alors c'est normal. Et je me souviens, la première fois que j'ai dû faire un grand exposé mais devant l'école, c'est que je préparais la narration des fables de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard. Alors là, je pratiquais, OK, mais dans ma chambre, mais ça bloquait, puis ça bloquait, puis ça bloquait. Et puis mon père est passé, je disais, t'es bon, mais tu vas être génial au spectacle. Et c'est tout. Et c'est tout comme... Et puis mon père s'est toujours dit, je crois, c'est comme avec qu'est-ce que vous dites qu'un jour, il va le maîtriser et ça va aller. Ouais, alors c'est carrément comme que Antoine il dit, c'est comme laisser les choses aller, être à l'écoute, focuser sur les bonnes choses. OK, le positif, mais le positif, parce que même du négatif, il y en a assez alentour. Et puis, je crois qu'à la maison, c'est ça que je vais inculquer. C'est ça que j'inculque, mais j'apprends toujours de toutes les façons que je peux. Alors, merci infiniment pour vos réponses.
Je crois que c'est ton père aussi, parce que c'était fini par devenir acteur. C'était un peu son attitude des Caraïbes. Ouais. On le salue. Puis, également, quand tu racontes dans le témoignage, tu sais, en fait, trouve-toi une passion. Tu sais, on parle parce qu'on met souvent la pression sur les parents, les jeunes, mais le fait qu'ils se trouvent une passion, on le voit d'ailleurs dans la vidéo, moi, je ne me lasse pas de la regarder parce que tu as l'air heureux, tu es souriant. Puis, tu sais, j'ai un beau doute de ce que tu as vécu par le passé, tu sais. J'ai une bonne idée, c'est-à-dire, pas un doute, mais une bonne idée. Donc, bravo. Oui. On n'a pas... attendez. Une question du public. Une question du public. Merci beaucoup aux panélistes. On aborde aujourd'hui l'histoire de Tom et comment lui et ses amis ont présenté leurs différences. Par contre, doit-on attendre qu'il y ait des signes de situations problématiques avant d'entreprendre des activités de ce genre, ou on peut être prévoyant et prendre l'initiative sans que notre jeune fait face à de l'intimidation? Excellente question. Oui, c'est une bonne question. Je me posais aussi la question, tu sais, sans être professeur puis sans avoir une expertise là-dedans. Tu peux-tu mettre chaque personne de la classe en avant puis demander de présenter une de ces différences? C'est-tu quelque chose qui se fait, puis c'est-tu de prendre les devants avant qu'ils vivent de l'intimidation puis que chacun puisse parler de ses différences? C'est une bonne chose à faire? Moi, je pense qu'en prévention... Moi, en tant que psychologue, je pense qu'il faut toujours agir en prévention plutôt que quand il y a une crise. Ouais. Donc, je pense que c'est le genre d'activités qui peuvent être faites en prévention. Après, c'est ça, comment l'amener, mais je pense que le livre est un outil aussi de prévention, pas juste à utiliser en cas de problème d'intimidation dans la classe ou dans l'école. Oui, parce que souvent, les jeunes réagissent plus durement parce qu'ils ne comprennent pas, simplement. Et puis, de leur apprendre tu sais, qu'ils peuvent communiquer avec d'autres, dire pourquoi toi, tu as ça, c'est quand même plus agréable que de l'intimider puis de revenir, hey, toi, les dents d'enfer, je ne sais plus trop, là, qu'elle dit dans le livre. Donc, est-ce que... à la maison aussi, mais c'est bon d'ouvrir des discussions. Oui, mais des discussions ouvertes. Mais comme ça, OK, mais tu peux voir comment que tes enfants abordent les choses, prend les différences, émet son point de vue d'un frère à la sœur et tout. Alors, ça fait des périodes très intéressantes aussi. À la maison, il y a ça qu'on peut faire en tant que parent. Et comme je dis souvent, c'est pas faire l'autruche sur des choses que tu aimerais prévenir. On ouvre la discussion et tu regardes comment les enfants, ils abordent le tout. Alors, est-ce que il y a autre chose que vous aimeriez ajouter qui vous tient à cœur en tant que professionnel ou en tant qu'adulte qui bégait? Merci, Danielle, pour toute l'organisation que tu as faite, puis Maud aussi. Là. Je pense que l'activité a été excellente, puis le livre est excellent. Là. Bon, bien merci. Merci beaucoup, Antoine. Mais tu as peut-être un petit parti pris parce que tu es sur le conseil d'administration. D'ailleurs, Marie et moi aussi. Tantôt, je pense que je ne l'ai pas dit, elle siège sur le conseil d'administration de l'association. Alors, je remercie les trois panélistes. C'est vraiment... c'est une discussion qui était riche, simple, et je crois que ce genre de discussion-là, ça aide ça permet de vulgariser également les différents problèmes. Et quand c'est vulgarisé, c'est mieux compris, puis quand c'est compris, ça s'assimile beaucoup mieux également. Alors, dommage qu'il n'y ait pas de public, là, mais j'aurais tendance à dire une main d'applaudissement. Mais merci vraiment. J'ai adoré là, ce panel-là et je crois qu'on devrait en refaire un petit peu plus. Merci pour l'invitation. Et puis également, Clotaire, je ne l'ai peut-être pas suffisamment souligné, mais Clotaire s'implique dans différents projets, tels la vidéo, il anime des ateliers pour nous. Il a siégé sur le conseil d'administration, mais il a un agenda très occupé. Et il va d'ailleurs aider les jeunes au Nunavut.
Alors, tellement il aime les gens, il aime... c'est une personne chaleureuse et c'est vraiment un privilège de te connaître, Clotaire. Je t'en remercie beaucoup. Et Clotaire ne juge jamais. Jamais, jamais. Et toujours à l'écoute. Donc, merci. Il y aurait Maude qui cache un petit peu, est cachée derrière son masque. Ça va être plus difficile. Maude s'est jointe à l'équipe de la JBQ. C'est l'adjointe administrative de la JBQ. Et elle est également très patiente, réagit rapidement. On s'adapte à la JBQ, puis on cherche à développer toujours des projets, justement, qui vont faire avancer cette sensibilisation-là à l'intimidation. Donc, j'aimerais terminer en remerciant tous nos partenaires. Évidemment, c'est toujours délicat les nommer parce quand on les nomme, il y a des chances qu'on en oublie, puis on n'aime pas ça, on ne veut pas blesser personne. Mais oui, il y a le ministère de la Famille. Il y a également tous ceux qui font la production vidéo aujourd'hui, ceux qui ont travaillé aux illustrations, qui est Valérie Delvoye. Donc, tout ça n'aurait pas eu lieu sans l'implication de chacune de ces personnes-là. C'est un projet d'équipe. Moi, je suis contente d'être à la JBQ. Je trouve qu'on fait des beaux projets. Puis je sens surtout qu'on fait pas... On fait la différence, mais on ne fait pas en sens qu'on fait la différence pour rendre la vie des jeunes, on espère en tout cas, meilleure. Donc, pour moi, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter autre chose. Non? Alors, je remercie le public d'avoir été présent. Nous allons rediffuser ce lancement-là. Donc, on va mettre le lien sur Facebook, puis les différents médias sociaux. Ne vous gênez pas de communiquer avec nous également si vous voulez soit vous procurer un livre papier ou si vous voulez avoir la version électronique de tout l'atelier. Donc, pour moi, je vous remercie d'avoir été présent et c'est un beau projet. J'espère qu'on va en avoir encore plusieurs autres dans les prochaines années.